Bon, alors maintenant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est la dérive des émissions. Hein. Les derniers scénarios de l'AIE, on est au-delà de 3,5 degrés de réchauffement. Et la pente sur laquelle on est, c'est 3,5 degrés si les pays tiennent leurs engagements. Or, en fait, ils ne le tiennent pas. Et donc, si on est sur les conduites effectives, on est plus proche de 6 que de 3,5 degrés. Donc, on est déjà dans un énorme dérapage. Donc, vous voyez que et donc, il y a urgence. Alors, sur les affaires d'impact. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de la pluviométrie, donc qui est totalement déterminant pour l'agriculture, sachant que l'agriculture des pays pauvres est une agriculture pluviale, non irriguée, en très grande majorité. Bon, vous avez derrière la variabilité climatique, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous avez d'énormes variations du cycle des saisons qui désorganisent le travail agricole. Vous avez donc la France, elle, est sur une zone de pointillés. Alors bien évidemment, le pointillé n'est pas fixe. Hein. Quand l'anticyclone des Açores est particulièrement dopé, et donc on se retrouve dans la zone sèche l'été, bah, on se paye les canicules de 2003 et de 2005. Quand l'anticyclone des Açores est faiblard, on se récupère des étés pourris avec de la flotte, de la flotte tout le temps. Bon. Et donc vous avez une grande difficulté à regarder cela, avec donc des risques de canicule et des risques d'inondation, une meilleure productivité agricole plutôt au nord, parce qu'encore une fois, plus de CO2 dans l'atmosphère, ça dope la photosynthèse. Sur le sud du pays, là les choses sont plus graves. À la fois, bien sûr, perte de pluviométrie, dégradation des sols, hein, exposés au soleil sans protection et dans un contexte de pénurie d'eau. Alors, bon, les différentes émissions de l'agriculture, vous les connaissez, il ne faut pas parler que du CO2. Hein, il y a le N2O et le méthane, avec des enjeux considérables sur la gestion des déchets agricoles. D'une manière générale, et mon ami Roy le sait et connaît mes opinions là-dessus, il faut réellement développer la méthanisation en agriculture. À la fois pour des raisons sanitaires, c'est un très très bon sécateur à germes. Le lisier de cochon est quand même pas une chose sympathique parce qu'il a les mêmes maladies que nous et on met le lisier de cochon sur notre bouffe. Il y a quand même là un vrai problème. Et là-dessus qu'on ne parle pas que les pratiques ancestrales étaient vertueuses. Hein. On propageait les épidémies. Bon. Donc il va falloir réellement s'occuper du méthane en agriculture et donc de la gestion des déchets et du captage de ce méthane. Et puis il y a la question de l'élevage, alors qui est une question qui fait beaucoup polémique et probablement de façon excessive, mais il va y avoir, et là il faut que ce débat dans vos milieux soit explicite, il doit y avoir une espèce de réorientation des régimes alimentaires carnés. Davantage de viande blanche plutôt que de viande de ruminants, des dosages raisonnables. Je tiens alors à vous rappeler, c'est des chiffres que moi j'ai en tête, hein, c'est 12% de la surface des terres du monde qui est destinée aux cultures végétales, hein, et 20% à l'élevage. Hein. On ne pourra pas nourrir 9 milliards d'habitants en restant sur une proportion de ce type. Donc le régime alimentaire du Kansas n'est pas le régime qui doit être développé par les Chinois. Bon, alors, je ne suis pas en train de plaider pour un végétarisme au sens d'ailleurs d'un point de vue strictement agricole, où l'arrivée de fumure sur les sols est dans un grand nombre d'endroits absolument nécessaire, mais vous voyez que vous avez un équilibre à trouver et qu'on n'y est pas. Alors, peu de choses à dire sur les consommations d'énergie en agriculture. Vous savez que par rapport au bilan énergétique français, c'est très peu de choses.
Par contre, je voudrais attirer votre attention sur un autre sujet sur lequel là j'ai récemment beaucoup travaillé. Là, je vais vous le poser sous forme de devinette. Quelle est la part de l'alimentation dans la consommation d'énergie par habitant en France? Alors quand je dis l'alimentation, c'est dans une logique ACV, dans une logique toute la chaîne. On part du sac d'engrais, l'agriculture, l'agroalimentaire, le transport de la production alimentaire, le commerce de détail, la chaîne du froid, votre plaque de cuisson, votre frigo, et puis on va jusqu'aux déchets. Voilà. Du sac d'engrais jusqu'aux déchets. D'après vous, la part de l'agriculture, la part de l'alimentation dans la consommation énergétique française, c'est combien? 23. 23. Alors, par habitant, elle a doublé en 30 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez une agriculture en circuit court, avec cuisine à la maison, vous aviez une certaine optimisation du système. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a allongé les chaînes logistiques. Quand on délocalise, pour reprendre la formulation de tout à l'heure, la préparation des plats cuisinés dans l'industrie plutôt qu'à la maison, avec toute une chaîne du froid, toute une chaîne de conservation pour arriver à la maison, eh bien on augmente considérablement cette chaîne. Bon. Et donc on va avoir dans les années qui viennent à réfléchir sur l'optimisation de l'ensemble de cette chaîne. Je ne dis pas qu'il faille tout refaire à la maison, mais vous voyez, il y a des marges de manœuvre et il y a des marges d'organisation. Alors, quel est le poste qui consomme le plus? C'est les transports. Les transports représentent plus du tiers de la question de la consommation énergétique dans l'alimentation. Et donc, si c'est les transports plus le machinisme agricole, vous êtes à très très forte proportion pétrolière. Donc vous voyez toutes les conséquences qui sont à en tirer. Alors, derrière cela, quelques éléments dans votre sujet donc professionnel. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça au niveau des changements des pratiques agricoles? L'optimisation du dosage des intrants, comme ça a quand même fait beaucoup de progrès ces dernières décennies, mais vous voyez que la question du N2O, c'est de l'émission d'azote en excès par rapport aux apports qui sont faits sur le sol. Alors non seulement il y a cette question-là, mais il y a aussi la question de revenir, et là je prends aussi un point de vue monde, de revenir sur des pratiques agricoles qui fixent l'azote de l'air à travers les légumineuses. Et là, pour parler par exemple sur l'Afrique, c'est de la culture sous acacia, puisque l'acacia est une légumineuse. Les choses qu'il va falloir absolument arrêter dans les zones chaudes, y compris le sud de la France, c'est les sols nus sous le cagnard. Et donc avoir une agroforesterie sous voûte arborée, avec donc des acacias qui fixent de l'azote sur le sol, une couverture qui garde de l'humidité et donc qui protège les sols de la désagrégation sous le rayonnement et d'une manière générale arrêter la pratique des sols nus. Donc si vous voulez, bon, je connais bien le monde agricole, vous avez 3 écoles, vous avez les mécanos, vous avez les chimistes et vous avez les agronomes. Bon, et alors, ils se tirent la bourre, ça y va sec. Bon, il y a quand même un retour vers l'agronomie qui est à faire. On a trop considéré le sol comme un support inerte. Le sol est un organe vivant la France n'aura pas d'avenir agricole si elle n'a pas une politique patrimoniale du sol. Y compris de retour au sol de la matière organique
et notamment, bon, aussi à l'ADEME, la question, c'était une question qui était vive et qui a été quand même mal résolue et on n'a pas avancé suffisamment, c'est la qualité du retour de la matière organique vers le sol. Cette question-là est une question totalement décisive et totalement déterminante pour le futur, encore une fois, compte tenu de l'augmentation des besoins alimentaires. Bon, alors vous connaissez les chiffres, hein, il y a beaucoup de publications qui ont été faites là-dessus. D'ici 2050, il faut augmenter de 70% la production agricole, bon, dans le monde. Parce que vous avez l'année 2009 qui a été l'année la plus noire de l'histoire humaine, qui est un échec pour nous tous, qui est 1,50 milliard d'habitants sur la Terre qui ont souffert de la famine. C'est le record absolu de l'histoire du monde. Pas glorieux quand même, hein. Bon. Et au-delà de ces gens qui ont souffert de la famine, dès que des pays se développent, ils changent de régime alimentaire. La famille chinoise de classe moyenne, elle dit maintenant je veux un yaourt à table. Bon, bof. Avant, elle se contentait d'un bol de riz. Bon. Donc à partir du moment où vous avez une évolution du bol alimentaire, une augmentation de 2 milliards et quelques d'habitants, 1 milliard qui était mal nourri, vous voyez que vous arrivez assez vite au chiffre de 70% d'augmentation de la production agricole du monde. Et je voudrais plaider devant vous en tant qu'écolo en faveur de la responsabilité française pour nourrir la planète. Il y en a marre qu'on nous fasse dire que tout se délocalise, alors qu'on a, nous, de notre côté, aussi, des responsabilités. L'Égypte, 75 millions d'habitants sur la surface agricole de la Bretagne. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Bon. Donc, la répartition de la richesse des sols, des capacités, de la productivité des sols est d'une inéquité absolue sur Terre. Bon. Et donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Mais il faut qu'on les prenne dans des règles qui sont des règles totalement compatibles avec l'environnement. Et encore une fois, avec cette question de la gestion patrimoniale des sols. Et on a là, par rapport à l'avenir économique de notre pays, un enjeu tout à fait considérable, qui a complètement disparu du débat public. Je pense qu'il faut le remettre dans le débat public. Hein, et c'est tout à fait important. Et je connais la déprime suite au désamour du monde agricole par je dirais les sociétés urbaines qui ne comprennent plus l'agriculture. Je vois qu'il faut réexpliquer ces choses-là. Et en tout cas, pour le monde agricole, ce sera nécessaire. Je suis très inquiet du maïs dans le sud-ouest. Ça ne tiendra pas. Le WWF, vous pouvez le télécharger sur Internet, a refait une carte d'Europe avec un réchauffement de 4 degrés. Alors, la carte est très bien faite. Vous avez les villes, mais transposées du fait du climat qu'elles connaîtraient à un endroit géographique positionné sur la carte. Bon. Paris est à Cordoue, hein, et Toulouse est à Marrakech. Bon. Vous voyez de la culture de maïs à Marrakech? Il y a un problème quand même, hein. Bon. Donc là, il va falloir réfléchir sérieusement à tout ça. Choix de culture, choix de variétés, et des variétés qui sont susceptibles de résister à la sécheresse, éviter les labours profonds, parce que les labours profonds remettent sur le sol la couche anaérobie qui n'aime pas l'oxygène, qui avait plutôt l'habitude de fabriquer du méthane, et puis réenterre à l'abri de l'air des micro-organismes qui avaient justement, eux, besoin d'oxygène. Donc on se chamboule tout sur ce cul par-dessus tête. Là, il va falloir aller vers des techniques agricoles plus légères, de griffage. Bon, enfin, vous connaissez tout ça. Donc, de manière générale, en revenir sur des pratiques d'agroécologie. Donc, il y a un énorme travail à faire vis-à-vis du monde agricole de scénarisation des parcours techniques en fonction des zones climatiques, d'accompagnement des professions, d'accompagnement des filières, et avec beaucoup d'anticipation, sachant que ça ne va pas être simple, encore une fois, d'une année sur l'autre,
on va avoir une augmentation de la variabilité climatique, et donc à partir de cette augmentation de la variabilité climatique, je dirais des stratégies qui vont être difficiles à faire, parce que une stratégie préparée une année peut être en total échec, encore une fois, puisqu'on est sur le pointillé entre la zone plus sèche et la zone plus humide. Donc il faut vraiment faire très très attention à tout ça. Alors avec des questions d'ailleurs qui vont se poser, des questions assurantielles, des questions de stabilité des prix et de gestion des cours et des stocks. Vous voyez qu'on est là sur des questions qui ne sont pas des questions récentes dans le monde agricole, mais tout à fait essentielles.